C'est avec une émotion très profonde que je me sens profondément heureux de recevoir aujourd'hui notre professeur Albert Jacquard. Cher professeur, cher ami, le 13 mars 1999, notre centre s'est honoré de votre présence. Le 13 mars 1999, vous nous avez parlé de l'histoire de la science, de l'histoire des sciences. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars 2012. Cette date, mars, relève-t-elle du hasard? Je ne crois pas au hasard. Et vous nous avez appris que le hasard n'existe pas. Cher professeur, 13 mars 1999, 10 mars 2012. Le temps passe et les questions essentielles persistent. Ceux qui sont conscients de ces questions sont de plus en plus rares. Ceux qui parasitent ces questions sont de plus en plus légion. Tout le monde s'accorde à juste titre pour confirmer que vous êtes parmi les plus attentifs à l'importance et aux implications de telles questions. Cher ami, le 13 mars 1999, de votre présence, vous avez honoré le centre socio-culturel dénommé auparavant Centre socio-culturel de rue de Tanger. Votre contribution à l'approfondissement du thème que nous vous proposons aujourd'hui, que nous vous avions proposé, l'histoire des sciences, votre contribution à cette rencontre 1999 ne cesse de stimuler chez nous l'ouverture comme donner avec générosité et recevoir avec reconnaissance. Le temps passe. Que faisons-nous de ce temps qui passe? Que faire pour arriver à construire notre temps, celui de la pensée créatrice et de l'action libératrice? Que faire pour arriver à faire du temps qui passe un temps qui nous sert d'occasion pour voir et d'occasion pour vivre? Les enseignants sont de deux catégories. La catégorie de ceux qui nous enseignent par le biais des cours magistraux, des conférences répercutantes. Et ce type de savants occupe les tribunes ici et là. Le second type est celui des savants qui,
avant de nous enseigner par le biais du verbe, qui reste important, nous enseignent essentiellement par leur façon d'être. Nous enseignent particulièrement par la justesse de leurs attitudes. Souvent, il est question de confirmer que le monde moderne est de plus en plus rationnel. L'on concède. Mais ce qui mérite d'être souligné, c'est que rationnel n'est pas synonyme de raisonnable. Nous sommes trop rationnels et nous sommes nullement raisonnables. Le professeur Albert Jacquard nous apprend que le savoir qui ne contribue pas à nous libérer des pensées mortes et des pensées mortelles est un fardeau. C'est ce qui va nous aider à comprendre ce que représente pour la France, pour le monde, Albert Jacquard. C'est très étonnant de découvrir dans la sphère de la littérature un homme scientifique associé dans ses recherches scientifiques le mot cheminement à la recherche scientifique. Le professeur Albert Jacquard nous dit que l'on a la possibilité d'accumuler du savoir, d'augmenter le volume de nos connaissances. Mais où est la place de l'émotion? Où est la place des sentiments? Où est la place de l'intuition? L'émotion, les sentiments, l'intuition sont les chaînons nécessaires au tissage de la chaîne faite de l'action, de la pensée-action et de l'action-pensée. Le professeur Jacquard, après avoir nous aidé à nous débarrasser du surplus inutile, nous invite à déployer des efforts et des efforts. Pourquoi? Pour accumuler davantage des connaissances? Non. Pour acquérir progressivement la lucidité. Acquérir la lucidité, non en cherchant des refuges dans des recherches qui n'aboutissent vers rien, si ce n'est vers des impasses, mais en usant de sa connaissance et de son savoir pour rappeler à chacun d'entre nous qu'il est impossible de construire une société qui mérite à juste titre d'être
qualifiée d'humaine sans faire de l'amour interhumain le moteur qui va nous permettre à déclencher le processus de la connaissance qui nous conduit à la position des questions vraies. Poser des questions vraies, c'est déjà mettre le premier pas sur le chemin de la recherche intelligente, aimante, généreuse des solutions qui ne font des solutions de nos problèmes. Cher professeur, je venais de vous le dire. Je n'ai pas osé vous téléphoner directement, par respect. Et j'ai trouvé une sorte d'astuce. J'ai appelé un ami commun et je lui dit textuellement, s'il te plaît, contacte le professeur Jacquard pour qu'il vienne nous aider à voir clair. Chose faite, ce qui m'a encouragé à vous téléphoner. Et j'étais étonné, après des années d'absence, de votre réponse simple, profonde, aimante, respectueuse. Après avoir eu le bonheur d'échanger quelques mots avec vous, je me suis dit, le monde dans lequel nous vivons a besoin des géants comme Jacquard. C'est grâce à ces géants que la Légion des nains peut escalader la voie ascendante pour être sûr d'embrasser les différents aspects des questions qui s'opposent à nous, des questions que nous nous posons. Le temps passe et je suis heureux de ne pas rater cette occasion de rappeler que, personnellement, connaître Albert Jacquard est une joie qui m'a été donnée par Dieu. Connaître Albert Jacquard, c'est découvrir à travers sa simplicité, sa profondeur, ce que recèle ce pays en fait de richesse. Richesse humaine, richesse intellectuelle, et je n'oublierai jamais, quand j'étais assigné à résidence, Albert Jacquard était parmi les premiers à avoir décidé de faire partie de mon comité de soutien. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je ne trouve pas les mots adéquats pour vous dire que cette noble assemblée est heureuse aujourd'hui de vous écouter et de prendre la position des élèves face au professeur. Je sais tout ce que je viens de dire à propos de votre parcours ne vous plaît pas, mais vous n'appartenez pas à vous, vous appartenez à l'humanité et vous êtes l'un des facteurs d'enrichissement de cette humanité. À vous la parole. Je retiens de ce que vous venez de dire un mot, à vrai dire, inattendu dans la bouche d'un scientifique. Vous avez parlé de l'accumulation des connaissances, et je suis comme vous désireux d'accumuler les connaissances, mais en restant lucide sur ce qui se passe.
Et dans votre exposé, vous avez ajouté connaissance aimante. Le mot aimante m'a interpellé aussitôt, car jamais dans un discours scientifique, on ne vous parle de vérité aimante. Et pourtant, on en a besoin. Et cela m'encourage à axer notre rencontre d'une vingtaine de minutes sur un sujet où le mot aimante est bien présent. Il s'agit d'une réflexion sur ce que c'est que la procréation. Nous sommes tous le produit, un par un, nous sommes tous le produit d'une rencontre, la rencontre d'un homme et d'une femme qui ont fait le nécessaire pour qu'un être humain soit créé. Il est extraordinaire de penser que tout au long de l'histoire de la science, on a posé la question, mais que se passe-t-il? Quelle est la réalité apparente qui permet, à partir de deux êtres vivants, de fabriquer un troisième? Il est très pittoresque de faire la liste des réponses qui ont été données. On a tout imaginé. Songez qu'il y a un siècle et demi, à peu près, 2 siècles, on avait imaginé que les bébés, avant d'être fabriqués au cours de la rencontre, que ces bébés, ils étaient tout faits dans les organes du père ou de la mère. On ne savait pas si c'était plutôt le père ou plutôt la mère, mais on pensait bien que ça venait d'un peu des deux. Mais comment ça peut fonctionner? Et ça n'est qu'il y a, disons, une centaine d'années maximum, qu'on a enfin compris ce qui se passe quand à deux, on en fait un troisième. C'est vrai pas seulement de l'être humain, c'est vrai de tous les êtres sexués, l'immense majorité. Or, que se passe-t-il? C'est que le bébé n'est pas fait par le monsieur et la dame, il n'est pas fait par le mâle et la femelle, il est fait par deux petits êtres dont on parle très peu, qui sont ce qu'on appelle des gamètes. C'est un mot technique qui désigne les ovules que les femmes fabriquent dans leurs organes et les spermatozoïdes que les hommes fabriquent dans leurs organes. Si bien que finalement, la réponse à la question « Que se passe-t-il quand un homme et une femme font un bébé ?» il se trouve que la question est mal posée. Il ne faut pas dire ils étaient deux pour en faire un troisième. Il faut dire ils étaient quatre pour en faire un cinquième. Quels quatre? Le monsieur et la dame, l'ovule, le spermatozoïde, qui sont des êtres vivants, des objets vivants qui évoluent et qui sont fabriqués l'un et l'autre par le monsieur et par la dame, par le mâle et par la femelle. Le résultat, c'est que la rencontre d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle, aboutit à la définition d'un être qui est choisi par les organes dans des conditions très peu connues et qui permettent, ces conditions, d'affirmer que le bébé qui vient d'être conçu, ce bébé pouvait être et a été désigné dans une collection fabuleusement grande. Le jour où un ovule et un spermatozoïde m'ont fabriqué, des quantités d'Albert Jacquard étaient possibles. Il se trouve que c'est celui-là qui a été choisi. Choisi par qui? Bien sûr, selon les réponses, on dira choisi par Dieu, pourquoi pas? Choisi par la nature, pourquoi pas? On peut se disputer pour savoir par qui il était choisi, mais le fait est que ce qui vaut la peine d'être compris, analysé, c'est la présence de 4 êtres vivants pour en fabriquer un cinquième. Chacun d'entre nous doit imaginer cet extraordinaire événement où, prenant la moitié de ce que le père avait reçu et la moitié de ce que la mère avait reçu, on mélange tout ça et on fait un être qui n'a encore jamais existé. Chacun d'entre nous est le produit d'une rencontre qui aurait pu être autre. Le nombre d'enfants, tous identiques, tous différents, qui pourraient être
imaginer à partir de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde, ce nombre est fabuleux. Si bien que je peux vous dire, moi qui vous parle, Albert Jacquard, je suis un être exceptionnel. Et c'est vrai. Mais tout le monde peut en dire autant. Tu peux en dire autant, tu peux en dire autant. Des comme toi, il n'y en a pas deux. Je conseille de temps en temps, quand je fais des conférences dans des lycées, aux instituteurs, aux professeurs, en leur disant, adressez-vous à votre classe et dites à tous ces garçons et ces filles, dites-leur, je suis un être exceptionnel. Oh non, on n'osera pas, ils vont se moquer de nous. Mais non, ils ne vont pas se moquer de vous. Ils vont comprendre une chose vraie, c'est que ce que vous êtes aurait pu être autre. Ce que vous êtes, c'est ce que vous devenez, et non pas seulement ce que la nature avait produit. Et vous voyez que le mot aimante, qui a été pour moi une espèce de pas de tirage au sort, mais de compréhension qu'il y avait une dimension supplémentaire à évoquer, la dimension de l'amour. De l'amour, c'est-à-dire le fait que le fœtus qui vient d'être construit, que je viens d'évoquer, ce fœtus a été le produit, bien sûr, de mécanismes naturels qui font que tel gène a rencontré tel autre gène, etc. Tout ça maintenant est bien connu. Mais essentiellement, la création en question a été la mise en place d'un être vivant nouveau, inattendu, à aucun autre pareil. Ça aboutit à une vision où j'accepte le mot aimante, et justement, comme il n'est jamais employé dans la littérature scientifique, je le rajoute. Oui, il faut accumuler les connaissances et il faut ne jamais oublier qu'au total, le résultat, c'est l'existence d'un être qui est fait pour l'amour. Voilà une vision de la procréation qui, étonnamment, est nouvelle. En effet, il y a dans les débuts de la planète Terre, lorsque la vie est apparue, la procréation n'existait pas. Mes ancêtres d'il y a 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, sont des ancêtres qui ont vécu, qui étaient des petites bactéries, qui étaient des êtres frustes, mais ils se sont développés. Et ça n'est seulement qu'il y a moins de 900 millions d'années qu'un procédé nouveau a été mis en place qui nécessite la rencontre non seulement d'un mâle et d'une femelle, mais d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et les vrais géniteurs, ce sont eux. Pour attirer l'attention des profs, de ceux qui m'écoutent, je dis souvent devant des classes terminales en particulier, je leur dis, ce que vous êtes, c'est un être inattendu. Comme vous, il n'y en a pas deux. Mais songez que le procédé qui permet de faire apparaître un être toujours nouveau, ce procédé n'a pas toujours existé. Il y a 2 milliards d'années, on ne savait pas procréer. Ce que l'on savait faire, c'était reproduire. Et là, j'insiste sur la nécessité qui a été évoquée par mon voisin de tenir compte du sens des mots très profondément. Faire un enfant, c'est se reproduire, disent certains. Faire un enfant, c'est procréer, disent d'autres. Qui a raison? Qui a raison? Les seconds. En effet, se reproduire, c'est faire toujours la même chose, dédoubler. Je peux refaire un livre, je peux dédoubler, je peux reproduire, mais ça ne mène pas loin. Une humanité dans laquelle simplement chacun se dédoublerait, se reproduirait, c'est une humanité qui ferait du nombre, mais qui ne ferait pas du neuf. C'est depuis donc moins d'1 milliard d'années que les êtres humains ont inventé de remplacer la reproduction par la procréation. La reproduction, c'est donc le nombre augmenté, mais la ressemblance permanente, alors que la procréation, c'est l'apparition d'êtres définitivement nouveaux. Nous sommes sur une planète
où systématiquement les êtres sexués font du neuf. Nous sommes des producteurs d'êtres nouveaux, grâce à quoi on va pouvoir imaginer un devenir pour cette humanité. Nous pouvons constater dans quel état elle est. Ça fait de l'ordre donc de quelques milliards d'années que ça a évolué. Aujourd'hui, comment est-ce que ça va évoluer? Ça peut évoluer en fonction d'accidents dans la nature, des mutations, comme l'on dit, mais on peut surtout imaginer que le grand facteur de novation qui va peu à peu mettre en place l'humanité en particulier, ce grand facteur de création va progressivement se développer en fonction de quoi? En fonction bien sûr de mutations, d'erreurs de la nature, d'erreurs ou en tout cas de coups au but faits par la nature, mais l'essentiel de ce qui se produira dans l'humanité dès maintenant et pour les millénaires et les siècles qui viennent, ce qui va se produire, c'est un prolongement de la procréation grâce aux rencontres. Et le mot-clé qui permet d'aller plus loin que la réalité biologique et d'y ajouter la réalité aimante que vient d'évoquer mon voisin, cette humanité-là va être le produit des humains eux-mêmes. On peut, je crois, affirmer sans trop de présomption que nous, les êtres humains, nous sommes sur cette terre capables de prendre en main notre destin, avec ou sans l'intervention divine. Là, je n'en parle pas, ce n'est pas mon rôle, mais en tout cas, on peut être soit persuadé de cette intervention, soit non. C'est un autre problème. Ce qui est certain, c'est que c'est la rencontre des êtres humains les uns avec les autres qui va permettre de faire apparaître du neuf. L'important, c'est que ce neuf soit créateur, et pour cela, qu'il reflète une réalité aimante. Si bien que de façon tout à fait inattendue, je ne l'avais pas préparé, je m'aperçois qu'un mot que je prends au hasard, pas au hasard, que je prends en écoutant pour la première fois dans le discours de mon voisin, je prends ce mot aimante et je m'aperçois que c'est justement ce mot-là qui me manquait. C'est ce mot-là qui va me permettre de me dire que la réalité biologique n'a d'intérêt finalement que dans la mesure où elle est complétée par la rencontre aimante, c'est-à-dire capable de s'ouvrir à l'autre. Vous voyez qu'on peut mélanger les deux concepts. Le concept de la nature qui fait ce qu'elle a à faire, comme il y a la gravitation universelle, comme il y a ceci, cela, la nature fait ce qu'elle doit faire. Mais moi, l'être humain, je suis capable non seulement de regarder cette nature et de voir comment elle fonctionne, mais je suis capable de rencontrer les autres pour leur permettre de créer en même temps que moi une humanité nouvelle. Voilà donc, je crois, l'essentiel du discours actuel du biologiste. Il ne se satisfait pas tout à fait de la réalité biologique. On peut, à partir de cette recherche-là, imaginer une humanité apparemment utopique, mais nous sommes là pour construire des utopies. Une humanité qui sans fin créera du neuf, qui ne se reproduira pas, mais qui procréera. Une humanité qui sera capable de se prendre en main, d'évoluer, d'imaginer, et d'imaginer nécessairement dans le sens d'un peu plus de place donnée à l'amour. Me voici donc, je crois, au terme de cette ouverture d'esprit. Imaginez que nous, les humains, nous avons la particularité par rapport à tout ce qui vit sur la Terre, la particularité de le savoir. Je sais que je suis, je me connais, je deviens quelqu'un
dans la mesure où je rencontre les autres. Ça me permet d'imaginer une humanité proche, pas tellement lointaine, où on axerait tous les efforts des humains dans la construction de des générations qui viennent. Pourquoi pas? Imaginez, puisque nous sommes dans une période électorale, combien ça serait merveilleux de penser que tous les candidats à nos votes, que tous les candidats seraient d'accord sur cette idée. Dans les systèmes éducatifs, l'activité essentielle ne consiste pas à préparer des hommes à se battre les uns contre les autres, elle consiste essentiellement à fabriquer des êtres humains capables de se surmonter eux-mêmes et de devenir des véritables créateurs. Le mot est magnifique, créateur. On peut, si on veut, l'imaginer avec la présence divine, pas nécessairement. En tout cas, on peut imaginer un devenir humain totalement nouveau et qui mériterait vraiment tous nos efforts. Merci. Merci beaucoup, professeur. On peut poser une question, professeur? Tant que vous voulez. Alors, Je ne pourrais pas. Vous avez dit tout à l'heure que l'être humain, chaque être humain est exceptionnel dans le sens où il est unique. On ne peut pas fabriquer deux êtres humains qui soient pareils. Donc Parlez fort et lentement. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que chaque être humain est un être exceptionnel dans le sens où il est unique dans sa conception. Votre discours s'est invité d'une manière ou d'une autre aux élections présidentielles. Que pensez-vous de ceux qui militent pour que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, soit libre, au nom de la liberté justement, et qui la soutiennent d'une manière ou d'une autre, et ceux qui l'interdisent totalement parce qu'on considère que la rencontre justement des deux gamètes, du spermatozoïde et de l'ovule, dès qu'ils se rencontrent, c'est un être humain exceptionnel qui va prendre naissance. Quelle est votre position entre ces deux positions justement? Et je pose la question aux membres du comité d'éthique, notamment national. J'ai fait partie du comité national. J'ai eu beaucoup d'occasions de réfléchir à ça. Un ovule, un spermatozoïde, sont des êtres vivants. Ils bougent, ils ont un quant à soi. Ils sont des êtres vivants. Est-ce qu'ils sont respectables? J'ai de la peine à être respectueux devant un spermatozoïde. On les met à la poubelle sans y réfléchir. Par conséquent, dans la vie quotidienne, la plupart des gens autour de moi, et moi aussi, considèrent qu'un ovule et un spermatozoïde, l'un à côté de l'autre, ne sont pas un embryon. Donc, tant pis, ils vont à la poubelle. Maintenant, j'attends 9 mois et je vois qu'à partir de cet ovule et de ce spermatozoïde, s'est créé un objet extraordinaire, vivant bien sûr, qui est l'embryon. C'est un embryon de 9 mois, c'est une merveille. Est-ce qu'il est respectable? C'est évident, je ne vais pas y réfléchir, c'est évidemment respectable. Je suis donc devant un problème bien posé, mais qui n'a pas de solution. Le problème créé par un ovule et un spermatozoïde qui, au départ, quand ils sont séparés, ne sont pas respectables et qui, simplement, au bout de 9 mois, sont infiniment respectables. À partir de quand j'ai changé d'opinion? Je suis là devant un embryon qui se développe et j'ai l'air idiot de dire ici, il n'est pas respectable, là, il est respectable. Comment le justifier? La seule solution que j'ai essayé de trouver, c'est de me dire, un être humain devient lui-même à la suite des rencontres qu'il fait de ses camarades. Et par conséquent, ce qui fait qu'un embryon devient respectable, c'est le fait qu'il a rencontré un être humain. Quel est le premier être humain qui est rencontré par un embryon?
sa maman. Oui, je crois que vous pouvez applaudir. C'est pas moi que vous applaudissez, mais je crois. Je suis un affreux mâle qui ne pense qu'à donner le rôle essentiel au sexe mâle. Non, en toute honnêteté, je me dis que l'important, l'événement décisif qui fera passer cet embryon du statut d'objet au statut de sujet, cet événement, c'est la rencontre par l'ovule et le spermatozoïde, simultanément, la rencontre de la maman qui porte cet ensemble. Ça donne un rôle considérable aux femmes, c'est sûr, mais enfin, j'ai beau vouloir défendre les mâles contre l'emprise des femelles, je suis bien obligé de reconnaître que c'est en faisant intervenir la maman que j'arrive à trouver une solution dans cette évolution, ce changement de statut. Encore une fois, l'embryon était un objet, on le met à la poubelle, l'embryon devient un bébé, on ne le met pas à la poubelle, c'est pas la peine de le dire. Par conséquent, il y a un moyen de faire une différence. Ce moyen-là, je ne l'ai jamais entendu exposer. Je suis satisfait que dans cet auditoire, il y a eu quelqu'un qui avait l'air d'être d'accord avec moi. On est au moins deux. Et vous considérez que c'est un être humain dès la conception, professeur? Moi, j'attends que l'objet de conception qui se peu à peu créer en multipliant les cellules. Au départ, il y a l'ovule et le spermatozoïde, ça fait 2 cellules. Ils se rencontrent, ils fusionnent. Plus qu'une cellule. Elle se coupe en 2 cellules. Elle se coupe en 4, etc. Et tout ça, c'est des objets. Jusqu'au jour où cet objet qui évolue, qui se transforme, devient capable de dire « j'appartiens à un organisme », l'organisme de la future maman. Et il devient mieux qu'un objet, il devient un sujet. Je ne suis pas fier d'avoir trouvé ça tout seul. Je me rends bien compte que c'est très limité, mais j'attends qu'on me fasse une proposition. Pour l'instant, au Comité national d'éthique, je ne recevais aucune réponse.